Bien, aujourd'hui, on explore une théorie un peu surprenante sur les Hébreux. Il semblerait que, selon certaines thèses, ils n'auraient peut-être pas été esclaves en Égypte, mais plutôt descendants d'un groupe monothéiste égyptien expulsé pour des raisons idéologiques. Mhm. Oui, c'est fascinant. On parle d'une réinterprétation des récits traditionnels, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est ce qui est vraiment captivant ici. En fait, certains chercheurs remettent en cause la lecture littérale de l'Exode et, ils pointent le manque de traces archéologiques d'une population hébraïque en Il y esclavage a en Égypte. intéressant. Cela remet en question toute l'histoire telle que racontée dans la Bible, non? Oui, parce que la Bible présente ce récit d'esclavage et de libération comme un événement majeur, alors que, historiquement, on ne trouve que très peu de preuves tangibles de cet Mhm. esclavage. D'ailleurs, certains chercheurs évoquent même le culte d'Akhenaton, ce pharaon qui avait imposé une forme de monothéisme. Qu'en penses-tu? Ah oui, c'est une piste vraiment intrigante. Akhenaton, ou euh, parfois désigné comme un précurseur du monothéisme, vécut une période très particulière en Égypte avec son culte centré sur Aton. Quand il tomba en disgrâce, ses partisans, eux, auraient pu être expulsés. Et voilà comment il pourrait être devenu le noyau d'un futur peuple hébreu. Right. Mais là, je me demande, est-ce que l'on ne risque pas de confondre une hypothèse intéressante avec une vérité historique? Tu as tout à fait raison, et c'est exactement la nuance essentielle. Ces théories appartiennent au domaine des hypothèses, plutôt qu'à des certitudes avérées. On parle d'une interprétation qui se démarque du récit biblique traditionnel. Mhm. Donc, en gros, on aurait affaire à une lecture symbolique ou métaphorique du récit d'oppression et de libération. Oui, c'est ça. Par exemple, l'idée que l'histoire de l'esclavage n'est peut-être pas un fait historique rigoureux, mais plutôt une construction littéraire et religieuse qui euh, joue un rôle fondamental dans la formation d'une identité collective. Exact. Je trouve cela un peu contradictoire. Si on dit qu'il y avait peut-être des groupes sémitiques marginalisés en Égypte, pourquoi alors tout ce récit épique d'un peuple opprimé pour des siècles? Ah, bonne question. En fait, il est tout à fait possible qu'il y ait eu des populations sémitiques travaillant en Égypte, marginalisées ou soumises à des travaux forcés. Mais imaginez un peuple entier réduit en esclavage pendant des siècles, puis libéré de manière miraculeuse. C'est ce qui semble davantage relever du mythe fondateur que d'une chronique historique objective. Il y a donc, en un sens, le récit biblique aurait plus une fonction symbolique qu'un compte-rendu historique précis. Exactement. Ce récit se fonde sur la mémoire, la foi et l'existence d'un traumatisme collectif. Il sert à définir, à unir une communauté et à légitimer des croyances profondes. En revanche, les analyses archéologiques et linguistiques suggèrent que les premiers Israélites pourraient provenir d'un mélange de populations cananéennes avec, disons, des influences égyptiennes via le commerce ou l'administration. Mhm. C'est un peu comme mélanger plusieurs couleurs pour obtenir une nuance unique, non? Oui, c'est une belle analogie, en quelque sorte. C'est comme hum, prendre différentes teintes et les combiner pour créer une identité culturelle unique. Une identité qui, malgré l'absence de preuves claires sur l'esclavage à grande échelle, a forgé des millénaires d'histoire et de Exactement. mémoire collective. Mais ne penses-tu pas que le récit d'oppression, même s'il est plus symbolique, peut mener à des incompréhensions quand on l'examine du point de vue historique? C'est là que se trouve le défi. La religion et l'histoire ne collaborent pas toujours de la même manière. Le texte biblique n'a pas vocation à être un document historique impartial. C'est là le cœur du débat. La foi repose sur la symbolique, tandis que l'analyse critique, scientifique, cherche des preuves matérielles et des C'est contextes clair. précis. Alors, en d'autres termes, on devrait distinguer entre mémoire collective et réalité historique documentée? Exactement. C'est un peu comme distinguer entre l'âme d'une légende
et l'effet froid d'un manuel d'histoire. Le récit d'Exode, avec son mythe de l'oppression et de libération, a été construit pour répondre à des besoins symboliques et identitaires. Yes, cela nous porte à la question essentielle. Qui étaient vraiment les premiers Hébreux? C'est là tout le mystère. Les premiers Israélites semblent être issus de groupes cananéens, certes avec quelques influences extérieures, dont probablement des liens avec l'Égypte. Mais encore une fois, ces reconstructions reposent sur des interprétations multiples, archéologiques, linguistiques et bien sûr traditionnelles. Mhm. Certes, et on voit bien que le récit biblique sert d'outil puissant pour forger une identité, même si la base historique reste floue. Exactement. Les mythes, ou ces récits fondateurs, possèdent cette capacité unique de dépasser la simple chronologie des faits. Ils évoquent une histoire émotionnelle, presque mystique, qui rassemble et transcende les preuves matérielles. Il y a... Tu penses qu'il serait pertinent dans le débat public de mieux expliquer cette différence entre récit religieux et histoire scientifique? Absolument. C'est primordial. Il est essentiel de reconnaître que les deux peuvent coexister, mais ils répondent à des logiques bien différentes, l'une inspirée par la foi et la mémoire collective, l'autre par l'analyse critique et les recherches Exactement. empiriques. C'est un bon rappel, surtout avec la montée des débats sur la véracité historique des textes sacrés. En adoptant cette approche nuancée, on peut à la fois respecter les croyances et poursuivre la recherche scientifique. Oui, et c'est là le vrai challenge. Ne pas chercher à détruire les croyances, mais plutôt enrichir notre compréhension de leurs origines et motivations. C'est comme ajouter une couche de complexité qui rend la chose encore plus riche et intrigante. Mhm. C'est vraiment passionnant de voir comment une question aussi vieille que les Hébreux peut encore susciter des débats et des réinterprétations. On dirait que l'histoire a vraiment ce pouvoir de se réinventer. Exactement. Et je trouve ça hum, comme, comme rafraîchissant de constater que même des récits anciens peuvent être revisités sous un nouveau jour avec des méthodes scientifiques modernes. Il y a... Tu sais, j'admets avoir été un peu sceptique face à cette hypothèse au début, mais plus j'y pense, plus je trouve que c'est une perspective enrichissante, même si elle reste hypothétique. Oui, c'est important de toujours remettre en question et d'examiner les preuves, tout en restant ouvert à de nouvelles interprétations. La rigueur scientifique et l'analyse critique vont de pair avec l'exploration des mythes. Mhm. Face à ces théories, il faut donc garder à l'esprit qu'il n'existe pas une seule vérité, mais plutôt un enchevêtrement d'histoires, de symboles et de faits réels. Exactement. C'est cette richesse qui permet d'explorer non seulement l'histoire, mais aussi l'identité culturelle et la mémoire collective. On ne peut vraiment pas réduire le récit à une simple chronologie historique. Il y a... En définitive, cette découverte montre que nos origines et nos récits fondateurs méritent d'être réexaminés régulièrement avec, une bonne dose de curiosité et de scepticisme, si je puis dire. Absolument. Et c'est ce dialogue constant qui fait avancer la recherche et enrichit notre compréhension du passé. En discutant de ces théories, on ouvre la porte à une vision plus complexe et nuancée de l'histoire. Mhm. Eh bien, cette discussion nous rappelle combien il est essentiel d'adopter une approche critique et ouverte, sans pour autant perdre de vue l'aspect symbolique des récits qui ont façonné tant de civilisations. Exactement. Et c'est ce qui rend cette exploration si passionnante. Alors, continuons d'examiner et de discuter ces perspectives pour mieux comprendre d'où viennent nos histoires et nos identités. Il y a, en effet, une discussion qui, je l'espère, continuera à stimuler autant la recherche que le débat public. Merci pour ce tour d'horizon passionnant.